poursuivent leur discussion sur le projet de train à grande vitesse nord-sud, confirmant l'importance de ce projet stratégique national clé. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé un discours lors de la session du sommet du G20 sur le développement durable et la transition énergétique. Les enseignants dans les zones frontalières s'efforcent de surmonter les difficultés pour mener à bien leur métier tout en épaulant les parents d'élèves. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Journal francophone. Dans le cadre de la 8e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale, les députés ont poursuivi cet après-midi leur discussion sur le projet de train à grande vitesse nord-sud. Il s'agit non seulement d'un projet de transport de grande envergure, mais aussi d'un projet stratégique national susceptible de constituer une impulsion de développement à long terme pour le pays. Les députés ont mis en avant la nécessité d'évaluer soigneusement les ressources financières, d'assurer à la fois le rythme et la qualité du projet et d'accorder une attention particulière au transfert de technologies. Selon eux, il est important de garantir la connexion de la ligne ferroviaire à grande vitesse avec le système de transport public. Ce mercredi après-midi à Hanoï, le président Lương Cường a reçu Alen Simonian, président de l'Assemblée nationale arménienne, en visite officielle au Vietnam. Lors de leur rencontre, le chef de l'État a proposé que les deux pays intensifient leur coopération dans les domaines économiques, commerciaux et des investissements tout en renforçant les échanges humains et culturels. Il a également souligné l'importance de promouvoir le tourisme tout en renforçant la coopération dans les secteurs de l'éducation et de la formation. De son côté, Alen Simonian a affirmé que l'Arménie considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région. Il a exprimé son souhait de voir les deux pays établir de nouveaux mécanismes de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements. À Rio de Janeiro, au Brésil, le sommet du G20 s'est poursuivi mardi avec une session de discussion sur le développement durable et la transition énergétique. Le Premier ministre Phạm Minh Chính y a assisté et a prononcé un discours. Dans son discours, le Premier ministre Phạm Minh Chính a réaffirmé la politique du Vietnam en matière de développement durable et l'engagement du pays à ne pas sacrifier le bien-être, le progrès, l'équité sociale et la protection de l'environnement au service de la croissance économique. Afin de contribuer à remettre sur les rails la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le Premier ministre a suggéré de se concentrer sur la promotion de 3 transformations clés: la transformation numérique, la transformation verte et la transformation énergétique. Deuxièmement, il a souligné l'importance de l'investissement au service des personnes en adoptant une vision centrée sur l'être humain. Il a également insisté sur l'importance de mettre l'accent sur le progrès, l'équité, la stabilité sociale et la protection de l'environnement. Enfin, le Premier ministre vietnamien a appelé à la promotion de modèles de coopération financière innovants et d'investissement efficaces, notamment à travers des partenariats publics-privés pour soutenir le développement durable et la transition énergétique. Le sommet du G20 s'est conclu par une déclaration commune qui met en avant le message de solidarité internationale, de défense du multilatéralisme, d'union dans la lutte contre la pauvreté et de promotion du développement durable. Au terme du sommet du G20 au Brésil, le Premier ministre Phạm Minh Chính a entamé mardi soir une visite officielle en République dominicaine sur invitation du président Luis Abinader Corona. Il a été solennellement accueilli à l'aéroport Las Américas de Saint-Domingue par plusieurs hauts responsables dominicains. Cette première visite d'un haut dirigeant vietnamien dans le pays
caribéen intervient à l'approche du 20e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Le chef du gouvernement vietnamien aura des entretiens avec le président Abinader Corona et les présidents des deux chambres du Parlement. La visite prévoit également des rencontres avec les leaders des partis de gauche, une cérémonie au monument du président Ho Chi Minh, ainsi qu'une participation au séminaire d'affaires Vietnam-République dominicaine. C'est aujourd'hui le 42e anniversaire de la journée des enseignants vietnamiens, le 20 novembre. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a rencontré les députés qui sont enseignants, anciens enseignants et gestionnaires dans le domaine de l'éducation. Appréciant les grandes contributions de générations d'enseignants, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que le parti et l'État considéraient l'éducation comme une politique nationale primordiale et que la qualité des ressources humaines continuait de jouer un rôle décisif dans le développement du pays. Trần Thanh Mẫn espère que chaque enseignant sera toujours un brillant exemple d'éthique, continuant à contribuer au perfectionnement des politiques et des lois sur l'éducation et la formation. Avec enthousiasme et amour pour leur métier, les enseignantes de maternelle dans les localités montagneuses frontalières s'efforcent de surmonter de nombreuses difficultés pour éduquer les enfants. Elles deviennent un point d'appui pour les habitants issus d'ethnies minoritaires. Tout de suite, reportage dans une commune frontalière de la province de Kon Tum sur les hauts plateaux du centre. C'est la haute saison de la récolte du latex. Dans la commune frontalière de Ia Toi, district de Ia Thodrai, province de Kon Tum, les habitants, qui sont aussi des ouvriers, doivent travailler toute la nuit dans la forêt d'Evea. À 22 h, ils commencent à amener leurs enfants à l'école. Madame Trần Thị Mùi travaille comme enseignante en maternelle depuis plus de 10 ans. Elle s'est déjà familiarisée avec l'horaire de nuit des ouvriers du caoutchouc. Certains enfants ne dorment pas. Tout ce que je peux faire, c'est de les apaiser et parler avec eux pour les empêcher de pleurer. Quand il y a des enfants qui tombent malades, je reste éveillée toute la nuit pour les veiller sur eux. Travaillant dans cette école maternelle depuis 7 ans, Madame Trần Thị Lan maîtrise mieux les langues Jorai et Bana parce que plus de la moitié de ses élèves sont des enfants de minorités ethniques. Sa plus grande préoccupation est que les enfants aillent souvent à l'école et qu'ils parlent couramment le vietnamien. Pour les enfants de minorités ethniques, nous devons augmenter les cours de langue vietnamienne. Nous décorons la classe avec des lettres et des chiffres. Nous parlons souvent avec eux en vietnamien. Outre l'enseignement, les jeunes enseignantes aident les minorités ethniques à apprendre l'économie familiale. Par conséquent, le taux de pauvreté a diminué, ce qui contribue au renforcement de la solidarité dans la localité. J'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse sur cette terre. Ce sont les années les plus belles et les plus significatives. Je suis fière d'avoir apporté ma petite contribution à l'agrandissement des enfants et à l'amélioration du niveau de vie des minoritaires. Cette commune isolée du Tây Nguyên fait peau neuve grâce au travail silencieux mais significatif des enseignantes comme Madame Mùi et Madame Lan. Les ouvriers se sentent rassurés de leur confier les enfants jour et nuit pour pouvoir se consacrer pleinement au travail. Dans un environnement scolaire moderne, un enseignant doit non seulement être bon dans sa manière, mais également comprendre les besoins et la psychologie des élèves. À l'occasion de la journée des enseignants vietnamiens, le 20 novembre, les élèves de nombreuses écoles de Hanoï ont exprimé leur gratitude et leurs sentiments à leurs enseignants de différentes manières. Nous en saurons plus.
Intitulé L'enseignante de la classe heureuse, ce clip a remporté le premier prix du concours vidéo Les enseignants à travers les yeux des élèves à Hanoï. La vidéo a été réalisée par les élèves de l'école secondaire Cầu Giấy pour montrer leur relation avec le professeur principal Hoàng Thị Xuân. En plus des connaissances, elle nous enseigne également de bonnes qualités, telles que la gentillesse, la compassion et l'empathie. Madame Xuân fait partie des milliers d'enseignants vietnamiens qui ont été honorés lors du concours de clips lancé par le syndicat de l'éducation du Vietnam pour célébrer la journée des enseignants vietnamiens. Chaque histoire est un souvenir inoubliable pour les élèves et chaque clip est un cadeau pour les enseignants. Le prix nous rend très heureux. Mais le plus important, c'est que nous avons pu transmettre notre amour sincère à notre enseignante. Mes élèves m'ont exprimé leur amour et leur respect de tout leur cœur. C'est l'un des cadeaux les plus significatifs de ma carrière d'enseignant. Quant au lycée Chi Đức à Hanoï, les élèves appellent affectueusement leur professeur maman et papa. Nos enseignants nous soutiennent beaucoup. Ils prennent soin de nos besoins et nous aident à grandir dans notre vie quotidienne. J'aime les appeler maman et papa. Je les aime et les protège comme s'ils étaient mes propres enfants. Comprendre leurs sentiments et leurs changements émotionnels pendant la puberté est essentiel pour réduire l'écart entre les enseignants et les élèves. Une école est comme une grande famille, avec les enseignants comme parents et les élèves comme enfants. La compassion et l'empathie peuvent combler le fossé entre les élèves et les enseignants. Aujourd'hui, les enseignants ne sont plus seulement des transmetteurs de connaissances, mais aussi des guides et des amis qui apportent des expériences de vie aux élèves. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La province de Bạc Liêu au sud possède la deuxième plus grande zone d'élevage de crevettes du pays. Cette localité est en passe de devenir un centre industriel de la creveticulture. Des centaines de milliards de dong ont été investis dans des zones de haute technologie. Cependant, en réalité, de nombreuses entreprises n'ont pas pu mettre en œuvre leurs projets en raison de divers problèmes. Tout de suite, état de lieu. Cette entreprise fait partie des 9 premières unités inscrites pour investir et être sélectionnée. Cependant, au cours des 5 dernières années, elle n'a pas pu opérer dans la zone d'application agricole de haute technologie et de développement des crevettes de Bạc Liêu, même si toutes les procédures ont été effectuées. Cela a pris trop de temps et nous avons eu des difficultés avec le capital. Nous espérons recevoir bientôt un permis de construire. Actuellement, les entreprises sélectionnées pour la zone de développement agricole de haute technologie de crevettes de Bạc Liêu ne sont toujours pas éligibles pour fonctionner. Selon le comité populaire de la province de Bạc Liêu, le projet a été créé sur décision du Premier ministre, sur la base de la loi sur les hautes technologies de 2008. La loi foncière de 2013 ne prévoit que les terres pour la zone économique et industrielle. Pendant ce temps, le parc high-tech de Bạc Liêu est une terre agricole. En septembre 2023, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a publié un document approuvant ce projet en tant que terrain du parc de haute technologie. Actuellement, conformément à la décision du gouvernement d'attribuer des objectifs d'aménagement du territoire, Bạc Liêu ne dispose pas de parc de haute technologie.
Nous proposons également que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement attribue des objectifs d'utilisation des terres à bac lieu afin que nous puissions déployer un meilleur parc agricole de haute technologie. Les ministères et départements concernés ont envoyé des documents d'orientation pour éliminer une fois pour toutes les obstacles pour le parc technologique agricole pour le développement de la crevette. La province de Bạc Liêu espère que ce projet sera réalisé. Située dans le nord-ouest du Vietnam, la province montagneuse de Hòa Bình possède des paysages naturels majestueux dotés de riches ressources naturelles. Connue comme la terre des contes épiques et abritant 6 groupes ethniques, Hòa Bình bénéficie d'une riche diversité culturelle et actuellement, ces avantages sont exploités pour le développement du tourisme, notamment du tourisme vert et de villégiature. Les collines, les montagnes, les routes et les rivières créent un paysage et un écosystème unique pour la province de Hòa Bình. Le lac de Hòa Bình est souvent appelé la baie d'Along sur terre, en raison de sa vaste superficie d'eau d'environ 9000 hectares. En outre, avec une grande superficie de terres agricoles, l'agriculture, la sylviculture et la pêche représentent environ 15% de la structure économique. Grâce à cela, le potentiel de développement de l'agrotourisme de la province est énorme. La province de Hòa Bình est une destination idéale pour se détendre, car il me faut un peu plus d'1 heure de route depuis Hanoï. J'apprécie vraiment l'atmosphère merveilleuse et le paysage magnifique. La prochaine fois, j'amènerai ma famille et mes amis ici. Hòa Bình abrite 267 patrimoines culturels immatériels du peuple Mường, 73 festivals traditionnels annuels et 101 vestiges historiques reconnus. En particulier, le festival Khai Ha a été reconnu comme patrimoine immatériel national en 2022. Au cours des 10 premiers mois de cette année, la province a accueilli près de 4 millions de touristes, soit une hausse de 27,5% en glissement annuel. Nous avons développé des circuits de voyage multidestination pour améliorer l'expérience des visiteurs et promouvoir le patrimoine culturel local. La préservation du patrimoine culturel ouvrira la voie au développement socio-économique local. Les riches ressources naturelles et la diversité culturelle de la province de Hòa Bình créent une base solide pour attirer les investisseurs touristiques. Les autorités locales appellent également les experts et les investisseurs internationaux à coopérer pour développer des produits touristiques diversifiés afin d'attirer davantage de touristes dans la région. Les Ao rouges du district de Lâm Bình de la province de Tuyên Quang au nord croient profondément que chaque individu garde un lien spirituel avec ceux qui sont décédés. Ainsi, les femmes Ao rouges restent inébranlables dans leur dévouement à l'art de la broderie. Elles confectionnent avec amour leurs propres vêtements qui servent d'héritage précieux à transmettre aux générations futures. Découvrons la beauté captivante du brocart des Ao rouges dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Nous brodons tous les motifs des vêtements à la main. Nous n'avons jamais utilisé de machine. Si vous ne savez pas broder à la main, vous ne deviendrez jamais une vraie femme de l'ethnie Ao rouge. Il n'y a pas de règle dans la broderie à la main. Notre technique consiste à broder au fil compté, dans laquelle les fils du tissu sont comptés avant que l'aiguille ne soit insérée dans le tissu.
Je mémorise tous les motifs dans ma tête. Je brode tout ce dont je me souviens. Les motifs de broderie traditionnelle du peuple Zhao rouge racontent des histoires de la vie nomade. C'est pourquoi les motifs brodés des Dao rouges sont uniques et très différents de ceux des autres groupes ethniques. Ma mère m'a donné ce foulard avant de mourir. Maintenant, je vais vous le montrer. Ce motif symbolise un pin dans la forêt. Les Zhao rouges ne trouvaient pas d'endroit où s'installer dans le passé, alors ils vivaient dans la forêt. Par conséquent, ils brodaient des motifs de pin pour exprimer leur gratitude envers la forêt. Ce motif symbolise un mille-pattes. Lorsqu'ils prenaient de l'eau dans les rivières, ils voyaient souvent des mille-pattes à proximité. Partout où vivent les mille-pattes, cela signifie que la source d'eau ne s'épuisera jamais. Je restaurerai les motifs de broderie traditionnelle et préserverai la tradition de la couture pour les générations futures. Je dois le faire pour empêcher la disparition de l'artisanat de la broderie. Les adolescents doivent apprendre à broder à la main. Autrefois, les hommes n'épousaient jamais une femme qui ne savait pas broder. Quand j'avais 6 à 7 ans, ma mère m'a appris à broder à la main. La rapidité avec laquelle une personne peut maîtriser les techniques de broderie dépend de son processus d'apprentissage et de ses capacités. J'ai appris la couture progressivement. Les femmes brodent des vêtements avec des motifs populaires, tels que des cactus, des chevaux, des tigres et des aigles pour symboliser l'identité culturelle et la force physique du peuple Zhao rouge. Je brode 2 costumes par an. Le peuple Zhao vit dans les forêts et les zones montagneuses, c'est pourquoi leurs motifs de broderie présentent des motifs naturels, tels que des arbres forestiers, des plantes de montagne, du maïs et du riz. Les costumes traditionnels des Zhao rouges sont magnifiques. Je suis très fier de la culture traditionnelle de mon ethnie. Les costumes traditionnels aident les Zhao à maintenir un lien avec leurs racines et à impliquer les communautés locales dans les efforts de préservation culturelle. Et en fin d'émission, découvrons tout de suite les prévisions météo pour demain.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.